Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer la matière avec de la mécanique. On commence la section cinématique. Alors vous allez avoir besoin de votre manuel vert parce qu'il y a deux manuels là, pour le cours. Si vous n'avez pas encore pu faire l'achat avec rendez-vous à la Coopsco, je vais mettre les exercices des quelques premiers cours là, disponibles en ligne, les énoncés pour que vous puissiez commencer. Puis aussi ce qui est à lire. Donc, vous pouvez aller sur Léa, ouvrir les fichiers qui sont identifiés comme étant des sections du livre. OK? Alors, on va commencer par parler de la position, la distance parcourue et le déplacement. Ce n'est pas la même chose, donc on va les distinguer. Puis, c'est pas écrit, mais on va aussi introduire aujourd'hui deux types de vitesse. Alors, juste avant de commencer, pour se situer, là, on l'avait un peu présenté dans la présentation du plan de cours, là, mais on commence la première de trois sections qui portent sur la mécanique. Donc, comme je disais, c'est dans le tome couleur verte. Après ça, on va enchaîner la dernière section de la session qui est l'optique, puis ça va être le manuel qui est de couleur orange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la cinématique? Ce qu'on commence aujourd'hui, c'est l'étude du mouvement des objets. Donc, on va parler, comme je vous ai dit, là, de vitesse, d'accélération, de position, etc. Le prochain test, je vous annonce tout de suite la date, mais je l'avais déjà dit aussi dans la présentation du plan de cours et vous avez l'information sur le calendrier sur Léa. Alors, c'est mercredi le 24 février. OK, donc on a le temps, mais il ne faudra pas prendre de retard parce que vous allez avoir des exercices à faire assez nombreux là, à tous les cours. Donc, commençons par la position. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'une position, c'est l'emplacement par rapport à un système de référence, donc un axe ou un système d'axes. Vous connaissez ça, vous utilisez sûrement depuis des années les coordonnées pour donner les positions. On va parler de ça, mais on va aussi parler d'une autre façon de fournir une position dans vos cours de physique ou de mathématiques. Commençons par la coordonnée de position. Si on est en une dimension, supposons qu'on regarde le point qui est situé à l'emplacement moins 3 mètres. On peut simplement donner la position comme x égale moins 3 mètres. Ici, c'est une coordonnée de position, mais on va voir aussi une autre façon de donner cette position-là en utilisant une quantité qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est représenté par une flèche. C'est une grandeur physique qui a une orientation dans l'espace. OK? Ça pointe quelque part. Donc, je vais vous montrer ici le vecteur de position pour la même position. Un vecteur de position, c'est toujours un vecteur qui part de l'origine de l'axe, une flèche, OK? Donc, qui pointe jusque l'endroit où se trouve l'objet. Donc, même si on a une flèche ici, il n'y a pas de déplacement d'un objet. Là, même si l'objet est situé à une position fixe, le vecteur, lui, part de l'origine et il pointe à cet endroit-là. Donc, ça semble un peu bizarre, peut-être comme convention, mais dans le fond, vu que c'est toujours pris par rapport à la même origine, si on travaille sur un même problème, ça permet d'utiliser des positions dans des calculs de physique. On va revenir un peu plus tard là-dessus, mais je veux commencer à introduire le concept tout de suite. Donc, si on voulait écrire le vecteur de position en chiffres ou comme en mathématiques, là, pas juste un dessin, comment on va faire? Ben, c'est qu'il faut imaginer ici que, dans le fond, on pourrait premièrement écrire que c'est une flèche ici de longueur 3 mètres vers la gauche. OK? Puis quand on écrit un vecteur, on met une flèche par-dessus le symbole. C'est ce qui nous indique que ça a une direction, ici qui est vers la gauche. Une façon un peu plus mathématique d'écrire le vecteur, c'est au lieu de dire vers la gauche, c'est de lui donner une orientation en angle. Donc, supposons qu'on considère ici, par rapport à l'origine, on a aussi un axe Y qu'on pourrait tracer. Puis là, on a le 0 degré du rapporteur d'angle, là, on considère par convention qui est dans la direction de X. Donc, ensuite, si on tourne dans le sens anti-horaire, dans le sens du rapporteur d'angle, on a 90 degrés sur l'axe Y et 180 degrés quand on arrive dans la direction de la flèche qui va vers la gauche. Donc, on pourrait réécrire notre vecteur de position comme X vectoriel. La position X, c'est 3 mètres à 180 degrés. OK, ça indique donc 3 mètres vers la gauche, finalement. Donc, ça vous montre ici deux façons de travailler avec les positions. Mais pour l'instant, on va surtout utiliser la coordonnée, mais on va revenir sur les vecteurs plus tard. Ça, c'était pour une dimension, mais je vais quand même encore présenter ça en deux dimensions. On va travailler aussi des fois sur des cartes géographiques ou dans des situations qui est nécessaire de travailler avec pas juste un axe. Alors, pour deux dimensions, supposons qu'on a le point qui est ici.
Si on veut écrire les coordonnées de cette position-là, bien, traditionnellement, on écrit toujours la coordonnée en X en premier. Donc ici, on aurait plus 2. Puis ensuite, suivi de la coordonnée Y de 3. Puis là, si vous ne voulez pas répéter 2 fois l'unité, vous pouvez fermer une parenthèse pour vos coordonnées, puis ça multiplier par l'unité de mètre. Donc, ça va attribuer l'unité aux deux valeurs. Maintenant, encore une fois, je veux vous montrer le vecteur de position dans ce cas-ci. Donc, si on applique ce qu'on vient de voir, on va partir de notre vecteur de l'origine, puis on va pointer vers la position donnée. OK? Donc, comme ceci. Alors, si on veut écrire le vecteur de position, on a dit qu'on va écrire sa longueur, sa dimension ici, et son orientation en termes d'angle. Ici, on va y aller avec un angle parce qu'on ne pourrait pas dire une direction précise sans ça. Donc, supposons ici qu'on a un angle de 68 degrés. Donc, 0 ici, c'est l'axe des X, puis là, on monte jusqu'à notre vecteur qui est à 68 degrés d'orientation. Ça va nous prendre aussi sa grandeur. OK? Donc là, ben, on a les côtés parce qu'on connaît les coordonnées. Si on imagine ici qu'on a un triangle rectangle formé par notre vecteur ici, on trace des droites qui sont parallèles aux axes, bien, on va s'apercevoir qu'on a une hauteur de notre triangle qui est de 3 mètres, selon la coordonnée Y, puis celle en X, c'est 2 mètres ici. Fait qu'avec le théorème de Pythagore, on peut aller chercher que l'hypoténuse, c'est de longueur 3,61 mètres. Donc, ça, c'est la longueur du vecteur ici. Donc, là, on pourrait écrire notre vecteur de position en 2 dimensions. Ce serait X égale 3,61 mètres à 68 degrés. Comme j'ai dit, c'est une introduction que je fais ici. On va revenir sur ces concepts-là plus tard, mais pour l'instant, on va travailler surtout avec les coordonnées. Maintenant, on va distinguer les concepts de distance parcourue et de déplacement. On va commencer par la distance parcourue, c'est un peu plus intuitif. C'est ce qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Par exemple, sur votre voiture ou la voiture de votre famille, il y a un odomètre qui cumule les kilomètres que votre voiture fait. Donc, ça ne dérange pas si la voiture est en train de prendre une route qui est vers l'est ou vers le nord. Elle va toujours cumuler les kilomètres qui sont faits par la voiture. Donc, ça, c'est la notion de distance parcourue. La distance parcourue, c'est la longueur totale d'un trajet entre un point de départ et un point d'arrivée. Prenons un exemple. Si on a le point de départ en bas ici, puis le point d'arrivée en haut, mais on ne prend pas une ligne droite, on fait un trajet en forme de demi-cercle. On va dire que notre cercle a un rayon, bon, ce ne serait pas en voiture qu'on ferait ça, là. Imaginons que c'est une fourmi, OK? Donc, le rayon du cercle, c'est 6 cm. Là, je vous fais un petit rappel. Comment on calcule la trajectoire ici? Bien, on va avoir besoin de la notion de circonférence. La circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon du cercle. Donc, ici, ça va nous permettre de calculer la distance parcourue. La distance parcourue ne sera pas une circonférence, mais ça va en être la moitié. Donc, la distance parcourue du point A au point B, ça serait la circonférence 2pi fois le rayon, divisé par 2. Finalement, le 2 s'annule. Puis, on obtient, si le rayon est de 6 cm, on obtient que la distance parcourue par la fourmi serait de 18,85 cm. Ça cumule tous les centimètres que la fourmi a fait avec ses pattes le long de la trajectoire. Maintenant, le déplacement, c'est pas tout à fait pareil. Prenons les mêmes points de départ et d'arrivée et la même trajectoire pour notre fourmi. Le déplacement, c'est la distance directe en ligne droite entre un point de départ et un point d'arrivée. Donc, ça ne représente pas nécessairement le chemin suivi par la fourmi. C'est vraiment le résultat. OK? Le résultat, c'est qu'elle est partie du point de départ, puis elle est arrivée en haut. Donc, elle a fait un déplacement comme ça vers le haut. On part du point de départ, puis on relie en ligne droite le point d'arrivée. Si on considère que le rayon est encore de 6 cm, notre déplacement ici, je vais le représenter par un vecteur. Donc, ça part du point de départ. C'est une flèche qui va pointer vers le haut ici dans mon schéma jusqu'au point d'arrivée. Le symbole que j'ai utilisé ici, le déplacement en général, c'est un symbole, si on veut travailler sur un axe, ça va être delta X ou delta Y. Delta X, si on est sur l'axe des X, on se déplace, disons, vers la droite.
delta Y si on se déplace par en bas ou par en haut. Mais en deux dimensions ou dans un concept plus général, on peut dire delta R. Delta R, il peut pointer un peu en X, un peu en Y. Ça ne dérange pas. Donc, c'est un autre, dans le fond, une variable qui représente n'importe quelle direction sur un plan. Alors, pour représenter la valeur du déplacement, on va avoir besoin de sa direction. Donc, comme tantôt, on va devoir considérer quel est l'angle fait par la flèche vectorielle ici. Mais quand on prend l'angle ou l'orientation d'un vecteur, il est très important de considérer le système de coordonnées, son origine au début du vecteur. Donc, c'est pour ça que j'ai placé mes axes X et Y ici pour que l'origine concorde avec le point de départ. De cette façon-là, on constate qu'on a un vecteur ici qui pointe à 90 degrés par en haut. Fait que là, on peut écrire notre déplacement. Notre déplacement, ça serait représenté par delta R. Ça serait égal à 12 cm. Ça, c'est parce que, dans le fond, c'est le diamètre ici du cercle qui est 2 fois le rayon. Et à quelle orientation? Bien, à 90 degrés, pour indiquer que la fourmi, elle est partie d'en bas puis est arrivée plus haut. Vous voyez la différence entre déplacement et distance? Si je travaillais sur un axe des X, disons que j'ai mon 0 ici, puis j'ai mon point A qui serait à 3 mètres. Ça, c'est le point de départ. Puis je m'en vais me déplacer jusqu'au point B à 1 mètre. On pourrait représenter, vu que c'est juste en une dimension, on pourrait dire notre déplacement, ça va être delta X égale moins 2 mètres. Au lieu d'écrire l'angle, on pourrait écrire ça quand on travaille juste en une dimension, on peut utiliser le signe pour indiquer que c'est dans le sens contraire de notre axe des X. L'axe des X est vers la droite. Si j'ai un moins à delta X, ça veut dire que mon déplacement est vers la gauche. On va comparer le concept de temps versus le temps écoulé. Bon, le temps, c'est pas compliqué, c'est un instant précis. Par exemple, on peut vous dire à quelle heure quelque chose se produit, à 8h12, OK? Ou on peut vous donner un moment, au temps t égale 27 secondes, par rapport à une minuterie, OK? Si on compare, le temps écoulé, lui, c'est l'intervalle de temps entre deux moments. Il se calcule en faisant le temps final moins le temps initial. C'est un intervalle de temps. Ici, pour ça qu'on a le symbole delta. Delta, ici, en mathématiques, ça veut dire la variation de la valeur. Puis la variation d'une valeur, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. On fait ça un peu de façon instinctive dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je vous dis, c'est quoi le temps écoulé de 8h12 à 9h? Vous allez calculer dans votre tête que comme une heure, ce serait 60 minutes, bien de 8h12 à 9h, il s'est écoulé 48 minutes. Donc ça, c'est un temps écoulé. On pourrait aussi calculer le temps écoulé de 10 secondes à 27 secondes. Donc, de ce temps de 10 secondes à ce temps de 27 secondes, il s'est écoulé un intervalle de temps de 17 secondes. Celui-là ici est facile à calculer avec la petite formule, mais on le fait dans notre tête la plupart du temps. Donc, 27 moins 10, 17 secondes. Maintenant, on va voir ces concepts-là dans un exemple. OK, je vous lis l'exemple. On dit un chien se trouve d'abord à une distance de 5 mètres à droite de sa niche. Il va chercher un os situé à une distance de 3 mètres à gauche de sa niche. Et il transporte l'os à un endroit situé à une distance de 2 mètres à droite de sa niche. Donc, j'ai souligné ici les 3 positions qui sont importantes, qui sont fournies. Puis, on dit que l'ensemble du mouvement a duré 6 secondes. A, on demande, en utilisant la niche comme point d'origine, déterminer en A la position initiale du chien. Donc là, on va la donner sous forme de coordonnées. Si on nous indique que le chien se trouve d'abord à une distance de 5 mètres à droite de la niche, bien, ça veut dire que, finalement, si je considère que mon axe des X est vers la droite, puis on nous indique que la niche, c'est l'origine, c'est la position 0, ça veut dire que le chien, sa position initiale, c'est une valeur positive de 5 mètres, puisqu'il est du côté des X positifs. En B, on demande quelle est la position initiale de l'os. L'os est situé, il était par terre, là, mettons, à une distance de 3 mètres à gauche de la niche. Donc, encore, prenant la niche comme origine,
puis mon axe des X vers la droite, bien, si mon os est à 3 mètres à gauche de l'origine, ça veut dire que ma position initiale pour l'os, c'est moins 3 mètres. Ensuite, on demande quelle est la position finale du chien. On indique que c'est 2 mètres à droite de la niche. Donc là, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on a fait en A. La position finale du chien avec son os, ça va être une position finale de 2 mètres. OK, là, on commence à regarder un peu plus le mouvement. En D, on demande quelle est la distance parcourue par le chien. On va suivre un peu qu'est-ce qu'il fait le chien. Il part de 5 mètres à droite de la niche. Il s'en va chercher son os. Puis là, il revient, il ramène son os à 2 mètres à droite de la niche. Si on regarde quelle est la distance parcourue, bien, pour commencer, le chien s'est rendu à la niche, il a fait 5 mètres. Ensuite, il a dépassé la niche, il est allé chercher l'os, il a fait 3 mètres. Il est revenu à la niche, un autre 3 mètres. Puis, il a fait un dernier 2 mètres vers la droite. La distance parcourue par le chien, ce serait la somme de tous ces petits déplacements-là, mais en valeur absolue. Okay? On ne tient pas compte ici quand on calcule la distance d'un signe. C'est-à-dire, même si elle est vers la gauche, on n'attribue pas de valeur négative à ça. Fait que c'est cumulatif. Une distance parcourue ne sera jamais négative. On obtient que la distance ici totale, c'est 13 mètres. Maintenant, en E, on demande le déplacement du chien. C'est pas la même chose que la distance parcourue. Là, je vais vous montrer deux façons de calculer le déplacement du chien. Mais je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un déplacement? C'est un vecteur qui commence à la position initiale puis qui se termine à la position finale. Donc, le chien, il a commencé ici, puis à la toute fin, il était rendu à 2 mètres à droite de la niche. Donc, on part du point de départ, puis on pointe jusqu'au point d'arrivée. Ça ne tient pas compte du détour du chien. Il aurait pu aller faire le tour de la ville puis revenir. Ce serait, si c'est le même point de départ, même point d'arrivée, ce serait le même déplacement. Alors, comment on va calculer ce déplacement-là? La première méthode que je vous montre, c'est que je vous ai dit tantôt que le petit triangle ici, c'est une variation. Donc, on peut calculer la variation de la valeur en faisant la valeur finale moins initiale. Donc, la position finale moins la position initiale du chien. Ici, sa position finale, c'était 2 mètres. Puis, on va soustraire sa position initiale qui était de 5 mètres. On obtient qu'il s'est déplacé de moins 3 mètres. Comme on est dans une seule dimension, ici, notre vecteur, on peut l'exprimer, comme j'ai dit, avec un négatif pour indiquer qu'il est vers la gauche. Ça, c'est la première façon de calculer le déplacement, mais vous pourriez tout aussi bien calculer le déplacement en faisant une somme des différents déplacements faits par le chien. Mais ici, je mets une petite étoile. Cette fois, contrairement à la distance parcourue, il faut tenir compte du signe lorsqu'on veut le déplacement. Donc, on dirait ici qu'il ferait en premier moins 5, parce que c'est vers la gauche, vers les x négatifs. Ensuite, plus moins 3, encore vers les x négatifs. Ensuite, plus 3, puis plus 2. Ça équivaut à la même chose. Okay? Ces deux méthodes-là sont équivalentes. On va obtenir donc la même réponse. Là, comment savoir quelle des deux équations vous allez utiliser? Ça dépend. Dans le cas ici, on avait vraiment toutes les informations pour prendre une ou l'autre. Mais des fois, ça va être clairement dans l'énoncé de la question, on va dire quelqu'un se trouve à telle position au début, puis ensuite, à la fin, se trouve à telle autre position. Fait que ça, ce serait des positions initiales et finales. On prendrait la méthode qui est en haut ici. Par contre, si on dit un oiseau vole de 3 mètres vers la gauche, ensuite, c'est suivi d'un autre déplacement vers la droite. Si on vous donne des déplacements comme ça, là, on va prendre la deuxième méthode. Maintenant, avant de continuer avec deux autres questions, pour l'exemple, je veux vous introduire deux types de vitesse moyenne. La vitesse moyenne, dans le fond, ça fait la moyenne de vitesse sur un intervalle de temps. On va pouvoir, ici dans le cadre du cours, aller calculer soit la vitesse scalaire moyenne. Ça, c'est lorsqu'on calcule la distance divisée par l'intervalle de temps. Ou on peut vous demander la vitesse vectorielle moyenne, qui, elle, c'est le déplacement divisé par le temps. Fait qu'on a vu deux façons de calculer un peu une trajectoire, si je peux dire, là, ou déplacement, en tout cas, c'est différent. Bien, on peut attribuer des vitesses à ces quantités-là, distance ou déplacement. Fait que si on revient à l'exemple, si on calculait la vitesse scalaire moyenne du chien, la vitesse scalaire moyenne du chien, ça va être la distance qu'il a parcourue
sur l'intervalle de temps complet. OK? Donc, on avait calculé que la distance parcourue par le chien, c'était 13 mètres. On divise par le temps que ça y a pris pour faire les 13 mètres. Ça nous donne 2,17 mètres par seconde. Remarquez que vu que la distance, c'est toujours une valeur absolue, la vitesse scalaire moyenne devrait toujours être positive. D'un autre côté, la vitesse vectorielle moyenne du chien, bien là, ce serait le déplacement total divisé par le temps que ça lui a pris. Notre déplacement ici en X était vers la gauche. On doit tenir compte du signe pour le déplacement puis la vitesse scalaire, non, la vitesse moyenne, excusez. Donc, moins 3 mètres divisé par l'intervalle de temps de 6 secondes. Puis là, on obtient une vitesse moyenne de moins 0,5 mètres par seconde. Donc, ici, le moins indique que c'est en moyenne une vitesse plutôt vers la gauche. La vitesse moyenne n'est pas toujours négative, mais elle peut l'être. La vitesse scalaire moyenne ne peut jamais être négative. Maintenant, on a introduit tous les concepts. Donc là, je vous montre les tâches à compléter. Vous avez des lectures qui vont résumer un peu ce que je vous ai expliqué aux pages 18 à 22, ensuite 25 à 28. Puis c'est suivi d'exercices, donc qui sont listés ici. Ensuite, vous avez les diverses réponses. Au numéro 1A, on vous dit, hein, c'est réponses variables. Ça dépend où est-ce que, je pense que c'est une araignée, là, où est-ce que vous la commencez, votre point de départ. Eux autres, je pense qu'ils l'ont mis à 2 mètres, mais vous pourriez très bien le commencer ailleurs dans le schéma. Donc ça, c'est un exemple de réponse. On a la suite ici des réponses, pages 23 et 24. Puis, pour finir, on a les réponses, pages 29 à 34. Donc, les numéros qui sont à faire. Fait que je vous laisse travailler sur ça, puis on se revoit avec les concepts d'accélération dans le prochain cours.